Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, je vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un shot RH sur leurs expertises en ressources humaines. Ce mois-ci, on aborde un sujet qui nous concerne tous, comment entretenir sa motivation au travail. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, assessment, formation, coaching, team building et outplacement. Lundi matin, réveil difficile. Mardi, sensation de routine. Et puis jeudi, on compte déjà les heures avant le week-end. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? En fait, la motivation au travail, c'est un peu comme l'amour. C'est facile à ressentir au début, et puis c'est un peu plus compliqué de l'entretenir sur la durée. Pourtant, quand elle est là, tout devient plus fluide, plus créatif et plus épanouissant. La bonne nouvelle, c'est que comme l'amour, la motivation, ça se cultive, ça s'entretient et ça se réinvente. Alors que vous soyez RH face à des équipes démotivées, que vous soyez un manager cherchant à remotiver ses équipes, ou simplement un professionnel en quête de sens dans votre quotidien, ce podcast est fait pour vous. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Laurence Pornet. Laurence, tu es formatrice, coach et responsable pédagogique chez RH Performance et tu accompagnes depuis maintenant 10 ans des professionnels et des équipes dans leur développement professionnel. Aujourd'hui, tu vas nous livrer des secrets pour retrouver et maintenir cette flamme et cette motivation au travail. Laurence, j'ai une première question pour toi et je te propose de déjà casser une idée reçue selon laquelle la motivation, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Est-ce que c'est vrai ? Alors, bonne question pour le démarrage. Merci Clémentine. Ce que je te répondrai, c'est que la motivation, c'est pas un bouton on/off qu'on pourrait actionner à son gré. C'est un équilibre vivant que je pourrais comparer à un feu. Alors le feu, eh bien, certains jours il flambe, d'autres jours il crépite doucement. Et puis parfois, il s'éteint aussi, faute de bois, faute d'air, faute d'entretien. Alors comme tu le disais, j'aime bien aussi ta métaphore de l'amour. La bonne nouvelle, c'est que la motivation, ça s'entretient, comme tu l'as dit, mais c'est aussi quelque chose qui s'actionne. Très belle comparaison, merci Laurence. Concrètement, qu'est-ce qui tue la motivation au travail et quels sont les signaux d'alarme que tu observes le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes ? Alors, il y en a plusieurs. C'est multifactoriel, j'ai envie de te répondre. Ce que je pourrais citer parmi ceux que j'observe peut-être le plus souvent, c'est le sentiment de surcharge, le sentiment de perdre pied par rapport à ce qui me motive réellement. Je nage à vue, j'y vois plus trop clair, je ne sais plus si ce que je fais a du sens pour moi. Le sentiment aussi de ne pas être compris ou comprise et de se dire peut-être dans sa tête, finalement, on ne comprend pas ce dont j'ai besoin réellement. Peut aussi être un facteur qui alerte. Le peu ou le pas de soutien au développement qui fait parfois dire aux personnes que j'accompagne, eh bien, ma boîte ne croit pas en moi parce qu'il n'investit pas sur moi. On peut aussi observer des décalages entre mes motivations et puis la réalité du travail qui me fait parfois poser la question, est-ce que finalement ce que je fais au quotidien peut me permettre de me réaliser dans mes motivations ? Et puis, je terminerai par différents signaux d'alerte qui peuvent être le désengagement plus ou moins silencieux, la baisse d'initiative, le retrait de projets sur lesquels on était fortement investi, la nostalgie aussi qui peut revenir et qui est évoquée avec le « c'était bien avant » et puis aujourd'hui c'est plus difficile, voilà. Mais il y en a plein d'autres évidemment. C'est tous ces signaux d'alerte qui sont à surveiller chez les autres, mais aussi chez nous-mêmes. À l'inverse, qu'est-ce qui nourrit durablement la motivation, au-delà du salaire, bien sûr ? Quels sont les vrais moteurs ? Alors, pour te répondre, j'avais surtout envie de faire une première grande distinction entre les deux grands types de motivation. C'est toujours de bons rappels à faire. Et je commencerai par la motivation intrinsèque, celle qui nous vient de l'intérieur, comme son nom l'indique, de l'intérêt personnel, du plaisir ou du sens que l'on trouve à faire quelque chose. On agit parce qu'on aime l'activité en elle-même, parce qu'on y trouve de la satisfaction, de la fierté, du plaisir, parce qu'elle a du sens, parce qu'elle correspond même à nos valeurs.
Alors par exemple, j'apprends quelque chose parce que pour moi la curiosité intellectuelle c'est important, ou j'aime à résoudre des problèmes parce que pour moi c'est stimulant, ou j'aime aider les autres parce que cela me nourrit personnellement. Voilà, tout ça, ce sont des moteurs, des motivations qu'on qualifie d'intrinsèques. En opposition à cela, ou en complément, tout dépend de comment on peut le voir, il y a la motivation, cette fois-ci extrinsèque, qui, comme son nom l'indique, vient d'un élément externe. Alors c'est généralement une récompense, mais ça peut aussi, à l'inverse, être une pression, ça peut aussi être une reconnaissance. Et donc, ça nous pousse à agir pour obtenir quelque chose de l'extérieur. Par exemple, je fais ça parce que ça va me donner un bonus, ou ça va me permettre d'obtenir une promotion, ou je ne fais pas ça pour éviter la sanction ou le jugement. Bref, on aura bien compris qu'on agit non pas parce que ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de nous, mais pour obtenir quelque chose de l'extérieur. Et pour conclure, je dirais, si sur cette dernière motivation, l'extrinsèque, la motivation est plus rapide, elle est aussi souvent moins durable. Et c'est ce que d'ailleurs toutes les enquêtes révèlent, notamment par rapport au principal moteur externe, qui est la rémunération, la prime par exemple, qui nous prouve que, bien entendu, on est tous ravis quand on a une augmentation. En revanche, si on mesure ce côté plaisir, bonheur ressenti dans la durée, ça s'éteint assez rapidement. En revanche, nourrir ces motivations intrinsèques, c'est prouvé, ça peut nous motiver dans la durée. Merci pour ta réponse, Laurence. En ce moment, on entend beaucoup parler de l'ikigai. C'est un outil japonais qui nous permet de retrouver notre alignement professionnel. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus sur cet outil et comment tu l'utilises au quotidien ? Alors, je ne vais pas l'utiliser au quotidien, mais je vais l'utiliser dans des coachings. On va parfois l'utiliser aussi en formation. L'ikigai, effectivement, c'est un bel outil d'exploration de sens et d'alignement personnel qui, comme tu l'as dit, est issu de la culture japonaise. Il aide en fait à identifier, à y voir plus clair sur ce pourquoi on est fait. Et pour nous aider, il nous aide à croiser 4 dimensions. Ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je pourrais être rémunéré ou reconnu. Alors en coaching, je vais utiliser l'ikigai parfois pour aider à prendre de la hauteur, pour justement retrouver le sens, pour me réaligner, voire me réorienter, ou tout simplement pour aider à prendre conscience que parfois, on est déjà au bon endroit. Alors l'ikigai, ça correspond à un point d'équilibre entre 4 sphères qui vont coïncider avec les 4 grands types de questionnements qu'on va avoir avec la personne accompagnée. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait parfois oublier que je suis en train de travailler ? Ce qui me fait oublier le temps. Et ça, donc, c'est ce que j'aime. Ce que je sais faire facilement sans me poser trop de questions, qui là va correspondre à mes compétences ou à mes qualités. Donc, c'est ce pourquoi je suis douée. C'est intéressant d'ailleurs aussi de le prendre du point de vue de l'autre, ce que les autres me reconnaissent. La 3e sphère qui correspond à la 3e grande question posée, c'est quelles sont les grandes valeurs qui sont les miennes et que j'ai envie de mettre à profit pour justement répondre aux besoins que je perçois autour de moi, dans mon entourage, dans la société en général. Et donc, ça va correspondre à la question ce dont le monde a besoin. Et enfin, la 4e sphère, et donc la 4e grande question que je pose, c'est dans ton idéal, si tu pouvais choisir, qu'est-ce que tu pourrais faire qui en plus pourrait être rémunéré ? Voilà, qui correspondra à ce pourquoi je peux être rémunéré ou reconnu. Merci pour cette explication de l'ikigai. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres outils ou des techniques que tu recommanderais pour entretenir sa motivation au quotidien ? Alors, je ne vais pas parler d'outils, je vais plutôt parler de concept, le concept de flow. Le flow qui a été écrit, alors je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Son prénom, c'est Mihaly, et je laisse tous ceux qui connaissent, parce que le flow est un concept bien connu, qui est en tout cas un état mental dans lequel on est tellement absorbé par ce que l'on fait qu'on en perd la notion du temps. On se retrouve complètement absorbé et en même temps complètement énergisé et pleinement aligné. C'est le fameux moment où on se dit « Oh, mais j'étais à fond, j'ai même pas vu le temps passer ».
Alors pourquoi parler du flow ? Parce que le flow, c'est un carburant naturel. C'est le flow qui vient nourrir notre motivation. Et en retour, la motivation va faciliter l'accès au flow. En fait, c'est comme un cercle vertueux. Pour le manager, d'ailleurs, ça peut être intéressant de se dire qu'il y a 6 leviers managériaux qu'il peut utiliser pour favoriser le flow dans ses équipes. Ces leviers sont donner de la clarté sur les objectifs. Ensuite, c'est ajuster le niveau de challenge. Il faut que le défi soit suffisamment stimulant, mais il faut aussi que la personne ait les compétences et les ressources disponibles pour pouvoir y répondre. Le 3e levier, c'est pouvoir donner du feedback rapide et concret. Les collaborateurs ont en effet besoin de sentir que les choses avancent et pas seulement qu'ils travaillent sans pouvoir mesurer les fruits de ce qu'ils font. Le 4e levier que le manager peut avoir pour stimuler le flow, c'est de protéger les plages de concentration. Le flow, il a besoin d'un temps continu et sans interruption. Donc le manager peut par exemple aider à bannir les réunions inutiles, les notifications, les micro-sollicitations qui viennent polluer ce temps-là qui est nécessaire. On n'oubliera pas en effet qu'un cerveau interrompu met environ 10 à 20 minutes pour récupérer son niveau de concentration. Le 5e levier, c'est donner de l'autonomie et de la confiance, parce que le flow, il apparaîtra quand on se sentira acteur et pas exécutant. Donc laisser le choix sur le comment faire et le droit à l'erreur qui va avec. Et enfin, le 6e levier pour un manager qui souhaite activer le flow, c'est de toujours relier ce qu'il demande à du sens. Ce qui revient aussi à connaître et à utiliser le plus souvent possible les leviers de motivation de chacun, parce que ce qui a du sens pour moi n'aura peut-être pas le même sens pour quelqu'un d'autre. Donc il va s'agir de l'expliquer en fonction. Cher manager, vous avez les 6 leviers à activer pour dépasser l'état de flow de vos collaborateurs. Laurence, je voulais savoir du côté RH et managérial, quelles actions concrètes on peut mettre en place pour créer un environnement qui nourrit la motivation des équipes ? Le premier ingrédient, il est simple, mais en même temps il est très compliqué, c'est l'écoute. Écouter les collaborateurs, pouvoir adapter les missions. Je disais juste avant, les leviers de motivation ne sont pas les mêmes d'un collaborateur à un autre. Certains auront besoin absolument de pouvoir créer dans leur environnement, là où d'autres auront plutôt besoin d'apprendre ou d'avoir du relationnel. Voilà, les premiers moteurs ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Mettre en place aussi des rituels individuels qui justement questionnent les motivations, ça sera important. Des rituels individuels qui permettent aussi de faire des météos émotionnelles. Favoriser les feedbacks aussi en entreprise. S'assurer, je l'ai dit aussi tout à l'heure, que chacun ait suffisamment de sens dans ce qu'il fait, que chacun puisse identifier clairement quelle est sa contribution. Voilà, pour moi, ce sont des actions indispensables. Et puis, on pourra aussi veiller à développer des compétences, que ce soit par des projets, par du mentoring, par des formations. Et puis, donner à chacun le pouvoir d'agir, avec notamment le droit à échouer, le fameux droit à l'erreur. Ritualiser également la reconnaissance. Tout ça, ça participe évidemment à un environnement dans lequel les équipes restent motivées. Merci de nous avoir éclairé sur les leviers et les actions à mettre en place. Si quelqu'un nous écoute en se disant « j'ai plus d'énergie, je n'ai plus d'envie », quel serait ton premier conseil ? Par quoi commencer ? Se poser. Pour se poser la question, qu'est-ce qui me nourrit ? C'est pas une question qu'on a l'habitude de se poser régulièrement, mais elle est intéressante, en tout cas, de faire le point sur, si je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait me manquer aujourd'hui dans mon quotidien ? Pour éventuellement identifier ce qui peut changer. Alors ce que moi, déjà, à mon niveau, je peux faire, à mon échelle, parce que c'est possible aussi. Et puis ce que l'entreprise, le manager peut aussi faire pour m'aider.
Cette prise de hauteur, elle est souvent plus facile avec une personne tierce, par exemple. Selon la relation de confiance, évidemment, ça peut aussi se faire avec son manager, son responsable RH. Voilà, j'aurais tendance plutôt à dire qu'en fonction de la situation dans laquelle on est, si vraiment on n'a plus de jus et plus d'énergie, peut-être qu'un coach, là, peut avoir une utilité. J'aimerais finir ce podcast avec un dernier conseil que tu donnerais pour entretenir sa motivation, mais sur le long terme cette fois. J'ai envie de rester sur la même ligne, c'est-à-dire de clarifier et toujours écouter cette petite voix qui sait, dans tous les cas, ce qui est bon pour nous. Laurence, merci pour tous ces conseils éclairants. Vous l'avez compris, la motivation n'est pas un état statique, c'est un muscle qui se travaille et qui s'entretient. Pour nos auditeurs qui souhaitent aller plus loin, Laurence et toute l'équipe RH Performance proposent des accompagnements individuels comme du coaching professionnel, mais aussi des formations d'équipe et des coachings d'équipe sur le développement professionnel et la remotivation. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, mais aussi sur notre site internet rhperformance.fr. Merci et à bientôt. À bientôt.